Tsahal lance des frappes à Gaza après une série de violations du cessez-le-feu par le Hamas, suscitant des spéculations sur une possible reprise de la guerre. Le président Trump et la vice-présidente Vance soutiennent Israël. Les terroristes rendent les restes d'un otage dont le corps avait été récupéré il y a près de 2 ans. Et maintenant, ils organisent de fausses recherches pour les corps restants, pendant que la Croix-Rouge observe. Shalom, bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël en diplomatique. Je suis Marc Regev. Comme toujours, je suis avec ma co-animatrice Ruthie Bloom. Comment vas-tu, Ruthie? À part cela, Madame Lincoln, comment avez-vous trouvé la pièce? Tu veux dire oui, non, je veux dire ça va. Mais il faut vraiment qu'on parle de la guerre. On sait qu'il y a un cessez-le-feu ou pas de cessez-le-feu. Mais je dois vous demander, est-ce qu'on va retourner en guerre contre le Hamas maintenant ou bientôt? Donc, il y a un dilemme auquel Israël est confronté. D'accord, mettons-le directement sur la table. Le Hamas viole le cessez-le-feu. Premièrement et surtout, il avait l'obligation de libérer tous les otages, morts et vivants. Et il nous reste encore, combien? 3 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, nous avons encore 13 Israéliens vivants. 13 otages israéliens morts. Tous les vivants sont revenus. Tous les 13 otages israéliens morts sont encore à Gaza. Et on suppose que le Hamas sait où ils se trouvent, pratiquement tous. Il pourrait y en avoir 1 ou 2. Le Hamas en a peut-être perdu à cause des bombardements ou autres. Accordons-leur le bénéfice du doute, disons 3. Je ne suis pas sûr qu'ils méritent le doute. Mais quand même, ils ont 13 personnes qui n'ont pas été rendues. Et c'est une violation grave, une violation sérieuse de l'accord de cessez-le-feu. Deuxièmement, la semaine dernière, 2 soldats ont été tués lors d'une attaque du Hamas contre les forces israéliennes. De notre côté de la ligne jaune, oui, là où, selon le cessez-le-feu, nous sommes autorisés à être. Cela fait partie de l'accord. À ce moment, le Hamas a parlé d'un accident. Ils montrent ce type d'image comme s'ils ne communiquaient pas avec tous leurs soldats. Ce sont des gens qui ignorent que le cessez-le-feu sera instauré. Soyons honnêtes, ils parlent comme si on était dans le Pacifique en 1946 avec des soldats japonais sur une île lointaine, non? Toute la bande de Gaza n'est pas un endroit immense, il n'y a pas d'île lointaine. L'idée que ces soldats ne savaient peut-être pas qu'il y avait un cessez-le-feu alors que cela s'est produit tout près de la déclaration du cessez-le-feu. Donc on pourrait dire, d'accord, peut-être qu'ils n'avaient pas entendu, peut-être. Encore une fois, mérite-t-il le bénéfice du doute? Non, mais on peut leur accorder. Le président Trump a dit, c'est ce qu'ils disent, peut-être, mais 3 semaines après le cessez-le-feu, dire que leurs forces ne savaient pas, c'est vraiment pousser les choses trop loin. Hier, un autre soldat est tombé. Israël réagit. Comme je l'ai dit au début, Israël est confronté à un dilemme. J'aimerais avoir votre avis, parce que d'un côté, ce sont des violations flagrantes du cessez-le-feu. Il est clair que les Américains disent qu'il faut que le Hamas libère tous les otages décédés. Ils doivent tous être rendus. Les Américains affirment qu'Israël peut répondre en cas de violation du cessez-le-feu. Mais il est aussi clair pour moi que les Américains disent qu'Israël ne devrait pas trop bouleverser la situation, que le cessez-le-feu est un processus et qu'ils veulent que nous nous y tenions. D'accord, mais tu sais quoi? Tu oublies aussi de mentionner l'exhibition grotesque du Hamas. Ce n'est pas simplement « Oh, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé tous les corps ». Tout d'abord, la semaine dernière, ils ont envoyé un corps qui ne l'était pas. Ce n'était pas un otage israélien. D'accord. Ensuite, ils ont dit « Nous rendons un autre corps ». Et puis, il a été soumis à des tests acides désoxyribonucléiques. Et il s'est avéré qu'il s'agissait de restes partiels d'un otage décédé, qui avait été assassiné par le Hamas il y a 2 ans et dont le corps avait été récupéré par les forces de Tsahal en novembre 2023. Et sa famille dit qu'ils doivent maintenant ouvrir les tombes une 3e fois, car ce n'est pas la première fois qu'on leur remet des restes partiels. Donc ça, c'est une chose. Puis, ce matin, ils ont annoncé les noms précis de 2 otages décédés. Ils ont dit, nous les avons, on sait où ils sont. Et nous ne vous les rendrons pas parce que vous avez violé le cessez-le-feu. Tout cela se passe en ce moment. Mais pour aggraver les choses, il s'avère qu'ils ont dit, d'accord. Nous sommes d'accord. Et les États-Unis ont accepté de laisser les forces égyptiennes amener des bulldozers pour aider le Hamas et la Croix-Rouge à localiser, soi-disant, les otages. D'accord?
Et ensuite, grâce aux images de drone, on le voit à la caméra, le Hamas organise de fausses opérations de recherche. Ils creusent un trou. Ils y déposent un corps enveloppé dans un sac poubelle blanc ou un drap. Ils le mettent dedans, recouvrent de terre, puis font venir le bulldozer comme s'ils venaient de trouver le corps. Et puis ils ont dit à la Croix-Rouge, « Venez, regardez, on vient de trouver un corps. » Ils mettent tout en scène. Ils savent où sont les corps. Ne dites pas qu'ils ignorent où ils sont. Peu importe, on l'accepterait si jamais le jour où ils étaient censés revenir, tous avec les otages vivants, nous en avons eu, vous savez, 10 qui sont revenus et ils cherchaient encore les 3 autres. Cependant, l'autre point n'est pas de savoir si les États-Unis demandent à Israël de se retenir. D'accord, je sais que le New York Times aime dire qu'il y a une fracture et que l'Amérique nous dit quoi faire et que nous allons blablabla, blablabla. Le fait est que Trump dit que le Hamas n'est qu'une petite partie de cette opération plus vaste. S'ils n'agissent pas comme prévu, ils seront anéantis. Nous avons déjà entendu cela. Israël, c'est à vous de décider. Nous le savons. Et c'est notre... La question est, hésitons-nous? Nous ne souhaitons pas rappeler nos réservistes, qu'ils soient déjà rentrés ou non. Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose. Le Hamas fait cela exprès, parce que c'est la première phase du soi-disant plan Trump en 20 points, ou peu importe. Et la phase 2, c'est qu'ils doivent se désarmer, donc ils ne veulent pas arriver à la phase 2. Voici ce qui se passe actuellement. La question est, dans ce jeu de la poule mouillée, qui va céder? Je me fiche de l'avis de la communauté internationale ou de quiconque. Si cela continue, ils torturent les familles avec leur « nous savons » ou « nous ne savons pas où sont les corps ». Je vais vous dire, si ça continue, on n'aura pas le choix. Au fait, hier, nous avons eu de lourds bombardements grâce au premier ministre Netanyahou qui a ordonné à l'armée de le faire. Ce n'était pas uniquement à cause de la mort d'un soldat, mais parce qu'il a été tué après nos lourds bombardements. Et c'est pourquoi le Hamas a dit que nous avions violé le cessez-le-feu. De toute façon, ce ne sont pas seulement des meurtriers et des violeurs, mais ce sont aussi des menteurs. Quelle surprise! Nous ne sommes donc pas surpris, mais en disant ne pas savoir, vous avez un peu esquivé ma question, car j'ai dit « Israël est confronté à un dilemme ». Tout ce que vous avez dit sur le comportement du Hamas est 100% correct, et j'ai dit qu'Israël fait néanmoins face à un dilemme. Car nous pourrions relancer la guerre, non? Nous pourrions relancer la guerre dans de meilleures conditions, qui sont les suivantes. Il n'y a plus d'otages vivants à Gaza, donc nous pouvons viser des endroits que nous n'avons pas ciblés auparavant. Le Hamas ne peut plus utiliser des Israéliens vivants comme boucliers humains. Au final, non. Plus d'Israéliens vivants aux mains du Hamas. Depuis le début de l'accord, ils devaient libérer tous les otages dans les 2 premiers jours, n'est-ce pas? Tous les otages vivants. Mais Israël, malgré cette seconde fusillade contre un soldat, il y aurait d'autres violations. Mais vous savez, quand ils tuent des soldats israéliens, c'est vraiment, vous savez, une escalade, pour ainsi dire. Encore une fois, ils refusent toujours de rendre tous les otages morts, ce qui est pourtant une obligation. Donc on pourrait dire, si c'était une affaire juridique, si on était devant un tribunal, on pourrait dire qu'ils violent l'accord. Nous nous réservons le droit. Ensuite, vous savez, l'accord est annulé. L'accord ne repose pas sur le respect de l'accord par une seule partie, tandis que l'autre ne le respecte pas, c'est clair. Mais nous, en Israël, du moins, le gouvernement israélien a choisi de ne pas faire cela. Le gouvernement israélien a décidé de riposter fermement lorsque nous devons soutenir Bacar, mais de le faire dans le cadre de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'est la bonne analogie ici. Mais acceptez ce que dit le président Trump, c'est-à-dire donnons une chance à cela, voyons si cela fonctionne. Ce sont comme des problèmes de démarrage, et si le Hamas ne coopère pas, alors il menace le Hamas d'anéantissement, tu vois? Je pense que c'est dangereux, la situation actuelle, parce que cela pourrait devenir la nouvelle réalité. Si tu as raison et que le Hamas refuse la 2e étape, car elle implique leur désarmement, veulent-ils prolonger la 1re étape? Et nous aurons une guerre d'usure continue à Gaza. Cela dit, une fois que nous comprenons qu'il s'agit d'une guerre longue, ce que nous savons déjà. Donc, nous aurons un taux de perte très faible. Nous mettrons nos forces en position et peut-être que nous commencerons à mener des incursions terrestres limitées dans la zone. Là où l'accord de paix dit qu'ils sont censés le faire, enfin pas l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu dit qu'ils le sont. En d'autres termes, une fois que nous comprenons cela, alors nous pouvons
nous pourrons agir en conséquence. Et encore une fois, nos forces seront prêtes à relever ces défis et nous riposterons avec force. Et bien sûr, du point de vue de Gaza, il n'y aura pas de reconstruction, il n'y aura pas de problème concernant la livraison de l'aide humanitaire. Cela signifie plus de la même chose, peut-être même plus de la même chose, avec une situation plus avantageuse pour Israël, précisément parce qu'ils n'ont plus les boucliers humains israéliens. Eh bien, tu as tout à fait raison, mais l'inquiétude, ce n'est pas seulement ça. Oui, et nous restons prudentes. Tout ce que tu dis est juste. Le problème, c'est qu'avec chaque jour qui passe, ils se renforcent à nouveau. Le problème, c'est que le Hamas recrute de nouveaux terroristes. Tu sais, des adolescents. Peu importe, ce sont des adolescents. L'âge moyen à Gaza a toujours été bas. Ils recrutent davantage de terroristes. Et apparemment, avec toutes ces soi-disant recherches des corps, ils trouvent aussi beaucoup d'armes qui ont été laissées dans les tunnels, etc. Ou cachés. Cachés, et ils les récupèrent à nouveau. Et chaque jour qui passe maintenant, n'oublie pas qu'ils reçoivent aussi de l'aide humanitaire. C'est encore le même cycle. C'est-à-dire, si on les laisse refaire surface, tu sais, c'est vrai. Nous avons éliminé tous leurs dirigeants, etc. Mais chaque jour qui passe en ce moment, ils pourraient se renforcer. Donc, ce que tu décris me fait penser à la situation que nous avons avec le Liban, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Hezbollah fait un faux pas, nous attaquons les cibles du Hezbollah, pas le Liban. Nous attaquons les cibles du Hezbollah et les terroristes. Bien qu'il y ait eu des discussions disant que le Hezbollah, en fait, on pensait qu'il avait été vaincu, mais ce n'est pas tout à fait le cas et il est aussi en train de se reconstruire. Et une chose que tous les Israéliens disent, à gauche, à droite et au centre, bien sûr, la gauche le dit d'un point de vue peu sincère, c'est que nous ne voulons pas revenir au 6 octobre. Le 6 octobre, nous acceptons, leur donnons le bénéfice du doute et grâce à cela, nous leur apportons de l'aide et recevons. Nous reconstruisons sans cesse, car un autre massacre du 7 octobre pourrait se reproduire si nous ne restons pas vigilants. Et parce qu'il n'y a aucune garantie que nous aurons un gouvernement conservateur en Israël et un autre aux États-Unis. Lors du prochain tour, cela pourrait se reproduire si nous ne faisons pas extrêmement attention. Et je veux dire, comme je le dis toujours, tu me connais, écoute, si c'est entre eux et nous, ça doit être nous. Et nous devons rester sur nos gardes. Et quand il le faut, oui, nous devons attaquer et le faire sérieusement. Donc, toujours, comme règle d'or, Israël doit toujours être ultra réaliste. Savoir à qui nous avons affaire et ne se faire aucune illusion sur le voisinage ou sur certains de ses acteurs à nos frontières. Oui, je pense cependant, et c'est peut-être ma personnalité, je cherche souvent le côté brillant de la situation, le côté positif de la situation. Si vous comparez où nous en étions avant le cessez-le-feu, où nous avions encore des otages à Gaza, 20 otages vivants à Gaza, et nous nous battions, et ainsi de suite. Si cela devient une guerre d'usure continue, je pense que c'est préférable à la situation précédente. Tout d'abord, nous avons sorti tous les otages vivants, et deuxièmement, je pense que nos positions à Gaza, s'il doit y avoir des mouvements sur le terrain, et il en a été question hier. Si cela continue, nous pourrions déplacer des forces, etc. Donc, je pense que si nous continuons le conflit dans cette nouvelle situation, ce n'est pas forcément au désavantage d'Israël. Comment cela peut-il évoluer si nous sommes déjà pris dans cette spirale négative menant à une guerre d'usure à faible intensité à Gaza? D'accord, là où nous agissons, là où nous devons agir, et nous leur répondons, et ainsi de suite. Quelle est la manière d'éviter de sombrer dans ce genre de situation? Et ici, je pense que beaucoup de clés sont entre les mains des États-Unis, et plus précisément dans leur capacité à exercer une influence sur les meilleurs alliés du Hamas, à savoir la Turquie et le Qatar. Si les Américains exercent des pressions sur eux comme ils l'ont fait pour obtenir le cessez-le-feu, alors peut-être qu'on pourrait obtenir la mise en œuvre de la première étape. Peut-être, point d'interrogation. Je n'en suis pas totalement sûr, mais s'il y a une chance que cela se produise. Grâce à ce type de compétences en négociation utilisées par les Américains et le président Trump, tout le monde arabe et musulman a dit « Hamas, vous devez accepter cela. Libérez tous les otages et acceptez le cessez-le-feu. » Ils ont accepté, mais tentent maintenant de revenir sur leurs paroles. Est-ce que Trump peut utiliser à nouveau aujourd'hui le même levier qu'il avait il y a 3 semaines pour obliger le Hamas à respecter ses engagements dans le cadre du cessez-le-feu? D'accord, donc il y a 2 choses. Premièrement, pourquoi doit-il leur redemander?
Ils font partie de ce plan en 20 points. Pourquoi doit-il leur demander? Pourquoi ne le font-ils pas immédiatement eux-mêmes? Cela m'amène au point B. Le Qatar et la Turquie sont les ennemis jurés d'Israël. Ne me dites pas qu'ils ne sont pas nos ennemis officiels. Je m'en fiche. Erdogan l'a clairement montré. Le président Erdogan de Turquie a déclaré qu'Israël devait être détruit. Il veut devenir le nouvel empereur néo-ottoman. Il veut s'imposer en Syrie et à Gaza. Il est antisémite, anti-Israël. Il déteste Israël. Et il a été responsable de toutes sortes d'événements terribles, terribles à Gaza et autour de Gaza. Le Qatar agit ainsi comme ennemi de l'Occident. Je sais que le président Trump est désormais ami avec lui et je comprends, c'est ce que vous appelez la réelle-politique. Mais vous voyez, pendant ce temps, le président Trump dit qu'il va retirer les financements, couper les fonds fédéraux américains aux universités comme Harvard à cause de leur idéologie woke, de leur comportement répugnant et de l'antisémitisme sur le campus. Le Qatar finance tout cela. Nous avons donc un problème ici. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi le président Trump, ils ont déjà dit que le Hamas est vaincu, que le Hamas doit céder. Et vous dites que peut-être le président Trump pourrait à nouveau en tirer parti. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient... Ce sont des méchants, Marc. D'accord, mais du point de vue de Trump, ils étaient les garants qui ont amené le Hamas à la table pour accepter cela. D'accord? Et si c'est le cas, comment dire qu'ils sont en quelque sorte les parrains de ce cessez-le-feu pour le Hamas? Et si le Hamas viole l'accord, comme c'est le cas, en ne libérant pas les otages morts, en poursuivant la guerre contre les soldats israéliens, même s'ils se sont redéployés sur ces lignes convenues, si cela se produit, alors ils peuvent être tenus responsables et doivent l'être. Mais de quelle manière? De cette manière que Être tenu responsable. l'Amérique a de l'influence sur ces pays. Le meilleur exemple, c'est que les Turcs veulent que vous... Non, c'est F-35 pas F-15 Antea, cette fois c'est moi qui te corrige. Désolé, F-35. La Turquie veut ses avions de chasse avancés des États-Unis. La Turquie veut d'autres choses des États-Unis. Les Qataris veulent aussi des choses des Américains. En d'autres termes, je pense que c'est important. Peut-être que cela se joue en coulisses et qu'une pression américaine s'exerce sur la Turquie et le Qatar. Je ne vois pas d'autre raison. Le Hamas joue double jeu, c'est évident. C'est dans sa nature comme un scorpion qui pique. Un scorpion reste un scorpion, non? Je sais très bien qui est le Hamas. Je n'ai aucune illusion à leur sujet. Mais si l'on veut emprunter cette voie, c'est dans cet accord de cessez-le-feu, n'est-ce pas? Avec la première étape, puis passer à la deuxième étape. Le Hamas est désarmé, un avenir meilleur pour Gaza, et tout ce sur quoi tout le monde s'est accordé, non? Alors, il faut exercer une pression. Je pense que nous devons raviver la même pression qui a été exercée sur le Hamas lorsque cela a été obtenu il y a 3 semaines. Il faut que cela soit fait à nouveau aujourd'hui. Cela dit, et ici, je vais être brutalement honnête, ce n'était pas seulement la pression diplomatique américaine sur la Turquie et le Qatar pour qu'ils agissent sur le Hamas, mais aussi la pression militaire israélienne. Donc, il est possible, même si vous voulez revenir à l'étape, vous savez, sur la voie de la deuxième phase de cet accord, qu'Israël doive peut-être renforcer la pression militaire. Et il sera très intéressant de voir comment tous les Européens vont réagir à cela. Quand il est clair que les violations viennent du Hamas, vous savez, il est évident qu'il ne libère pas les otages morts comme il s'y était engagé. Il est évident que leurs forces continuent de tirer sur les soldats israéliens. Si Israël décide qu'on ne peut pas simplement répondre coup pour coup, qu'il faut intensifier, où seront-ils alors? N'est-ce pas? Eh bien, tu dis que c'est évident, mais devine quoi? Regarde sur Internet, regarde nos Européens, regarde les Européens. Regarde tous ces hypocrites qui accusent Israël d'avoir violé cela au lieu du Hamas. Je sais, tu dis que c'est évident, n'est-ce pas? Actuellement, la majeure partie de l'Europe est hostile à Israël et le fait savoir à chaque occasion. C'est entièrement notre faute. Ce n'est pas le cas. Ils ont faim, etc. On a vu cela pendant toute la guerre. Et ce que je veux dire, tu as tout à fait raison, c'est que la Maison-Blanche a de l'influence sur le Qatar et la Turquie. Je veux dire qu'elle ne devrait plus utiliser cette influence. Parce que dès le début, ils ont dit « ça va se passer ». Beaucoup d'entre nous étaient sceptiques, pas sceptiques quant au, disons, objectif à long terme. Ce n'est pas que j'y crois vraiment, sauf, comme je le dis, s'il y a un changement de régime en Iran, sauf s'il y a un changement de régime en Turquie. Oubliez d'avoir des relations de confiance avec Israël. Mais ça, c'est sur le long terme. À court terme, nos mains
sont liés dans la mesure où il existe encore un immense réseau de tunnels, un réseau de tunnels terroristes à Gaza que nous ne détruisons pas. Vous savez, quand on parle de guerre, ce n'est pas seulement tuer beaucoup de gens. Nous devons démolir l'infrastructure terroriste et nous ne le faisons pas pour le moment. Eh bien, soyons clairs. La deuxième étape, comme vous l'avez dit il y a un instant, la deuxième étape de l'accord est la démilitarisation, le désarmement du Hamas. C'est écrit noir sur blanc. Cela doit arriver. Et le Hamas ne devrait plus diriger Gaza. C'est aussi noté. Surprise, surprise. C'est une décision de la Ligue arabe, peu réputée pour son amitié envers Israël. La Ligue arabe a récemment résolu que le Hamas ne devrait plus diriger Gaza, n'est-ce pas? La question est, comment cela va-t-il se produire? Cela ne se produira encore que sous la pression exercée sur le Hamas. Écoutez, le plan de jeu du Hamas, pour moi, est, je pense, clair, n'est-ce pas? Le Hamas veut être. Vous avez parlé du Liban tout à l'heure. Ils veulent être comme le Liban auparavant. Ces changements récents, ils veulent être le pouvoir derrière le trône. Ils se réjouissent qu'une présence internationale gère Gaza, mais comptent la contrôler en coulisses. Comme le Hezbollah au Liban, non? Rien ne pouvait s'y passer. J'avais un gouvernement officiel qui n'était pas le Hezbollah, le Liban avait une armée qui n'était pas le Hezbollah, le Liban avait des tribunaux qui n'étaient pas le Hezbollah, et ils étaient tous théoriquement indépendants. Qui contrôlait tout au Liban? Le Hezbollah. Les autres n'étaient que des marionnettes, une façade, du théâtre. Le Hamas souhaite manifestement agir de même à Gaza. Ils veulent garder le pouvoir, ils veulent conserver la force militaire, ils veulent garder tout ça. Tout le monde a peur d'eux, et il faut faire ce qu'ils disent. Et ils sont prêts à ce qu'il y ait du théâtre, n'est-ce pas? Ils sont prêts à cela. C'est le véritable défi de la deuxième étape de cet accord. Encore une fois, cela n'arrivera que si le Hamas est forcé de se désarmer, et cela ne se produira, je pense, que comme il y a 3 semaines. Une combinaison de pression militaire israélienne et de pression diplomatique, comme je l'ai dit, venant des amis les plus proches du Hamas. Tu as dit, non, les Qataris et les Turcs sont terribles, ils sont antisémites et ils sont pro-Hamas. Leurs défauts, oui, font d'eux des vecteurs efficaces pour exercer une pression sur le Hamas. Quand les amis proches du Hamas disent « tu dois faire A, B et C », cela compte peut-être. Non, tu as tout à fait raison. Cela les rend efficaces pour exercer une pression sur le Hamas, mais cela les rend aussi efficaces pour avoir une stratégie pour Gaza après la guerre dans ce plan Trump. D'accord, ils sont sournois, ils l'ont toujours été, ce sont des menteurs et des financiers du terrorisme. Je parle du Qatar, de la Turquie, et l'Égypte n'est guère mieux. Nous en reparlerons plus tard. C'est un sujet pour une autre discussion. Et si je dis cela, c'est parce qu'on entend aussi parler de l'autorité palestinienne. Soudainement, elle se rapproche du Hamas, son grand rival, parce qu'ils ont des projets pour dire « d'accord, eh bien, ils ne seront pas armés ». Ce ne sera qu'une administration civile ou quelque chose comme ça, ou une sorte de, comme vous l'avez dit, une sorte de en coulisses ou quelque chose, une structure politique. Ne vous y trompez pas, ça arrive. Et encore une fois, comme je ne cesse de le répéter, c'est vrai, nous nous dirigeons peut-être vers l'après-guerre, mais en Israël, malheureusement, nous devons toujours considérer l'après-guerre comme le préambule de la prochaine guerre. N'est-ce pas la dure réalité? Qui pense vraiment que la frontière israélienne avec Gaza ressemblera à celle avec le Canada? Oui, ce ne sera pas comme ça, n'est-ce pas? La frontière américaine avec le Canada, le Hamas ne disparaîtra pas par magie. Et c'est un processus. Mais je pense que si on regarde objectivement la façon dont Netanyahou a géré cela et la façon dont il semble bien travailler avec Trump, à tous égards, le processus en cours n'est pas un processus facile. Mais je pense, encore une fois, comparé à là où nous étions il y a 4 semaines, à là où nous en sommes aujourd'hui, en d'autres termes, avant le cessez-le-feu, à là où nous en sommes aujourd'hui, je pense que la situation est avantageuse pour Israël d'un point de vue stratégique. Et je pense qu'en prime, et peut-être que certaines personnes diraient « le plus important, peut-être le plus important, nous avons sorti tous les otages vivants », n'est-ce pas? L'absence d'otages vivants à Gaza constitue un changement majeur, pas seulement moralement. Nous, notre peuple est sorti et ils sont de retour, réunis avec leurs familles, et ils sont en train d'être réhabilités, et ainsi de suite. Mais cela enlève aussi une carte stratégique que, à bien des égards, le Hamas possédait. Mais cela ne va pas être facile à mesure que nous avançons.
Et c'est pourquoi il est crucial, je pense, que nous maintenions la communication israélo-américaine aussi étroite que possible. Ici, il y a eu des discussions, bien sûr, et cela a été relayé dans la presse israélienne. Vous savez, est-ce qu'Israël devient un commandeur auprès des États-Unis? Sommes-nous un État vassal? On ne peut pas attaquer sans l'accord de Washington, même si des rumeurs circulent dans ISRA et les médias sur une riposte contre le Hamas. C'est absurde, a déclaré Netanyahou dans un discours. Quand Vance était là, il a dit « Certains disent qu'Israël contrôle l'Amérique, d'autres que c'est l'inverse, non ?» Évidemment, ils ont tous deux tort, non? Soyons honnêtes, nous sommes alliés et partenaires. Mais l'Amérique est la superpuissance, et nous ne sommes qu'une puissance régionale. Nous sommes une puissance régionale forte, mais ce n'est pas une relation d'égal à égal. Et je pense que le gouvernement d'Israël a raison. Nous devons prendre en compte les demandes américaines, et nous devons penser que, vous savez, l'Amérique veut que ce processus réussisse. Nous sommes à bord en toute connaissance de cause. Cela dit, je me souviens que Netanyahou a dit un jour, pendant la période de Biden, « Oui, l'Amérique est notre meilleur ami. » Et si nous pouvons être d'accord avec ce que l'Amérique veut, bien sûr que nous le faisons. Mais si nous devons dire non, nous devons dire non. Eh bien, d'une certaine manière, c'était plus facile pour Netanyahou de dire cela pendant le mandat de Biden, plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, l'administration Biden était hostile à Israël et l'administration Trump est très pro-Israël. Et il est plus difficile de dire non à quelqu'un qui, sincèrement, est vraiment votre ami, pas seulement votre allié. C'est plus difficile, mais c'est intéressant. J'aimerais aussi faire une remarque sur la gauche israélienne. Comme je l'ai dit, c'est crucial pendant tout cela, notamment avec le New York Times, etc. Mais la gauche israélienne passe chaque jour dans les journaux, les studios de télévision et les médias, revenant à ce vieux mantra qu'il y a soit une rupture entre Netanyahou et Trump, soit que Trump en a maintenant assez de Netanyahou ou que Netanyahou a peur de Trump. Ils ne cessent de répéter ce récit, que la lune de miel est en fait terminée. C'est comme s'ils mouraient. C'est leur pays. Je parle de la gauche israélienne. Ils meurent simplement. Ils meurent d'envie que le pays échoue dans ses efforts. Pour renverser Netanyahou. Je sais qu'ils veulent le battre, mais ce n'est pas tout. C'est comme se tirer une balle dans le pied dans leur propre pays, comme tu l'as dit. Parler de cette grande fracture est absurde, c'est vrai. Il y a certains éléments dans l'administration américaine qui ne sont pas aussi favorables à Israël, mais oublions cela un instant. Ce programme en Israël, parmi les médias et la gauche, qui est en réalité bien plus petit que les Israéliens patriotes, beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ils sont plus bruyants et ils possèdent toutes les plateformes culturelles. Ils voudraient vous faire croire cela. Premièrement, nous n'avons pas gagné la guerre. Deuxièmement, quoi que fasse Netanyahou, ce n'est jamais bien. S'il fait la guerre, il met les otages en danger. Ils ont dit arrêter la guerre à tout prix. Et maintenant que c'est fini, ils disent que c'est mal. Quoi que Netanyahou fasse, ils attaquent. Et ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils font, c'est attaquer leur propre pays. Et les détracteurs d'Israël à l'étranger sont tellement heureux de s'en servir, tellement heureux de le répéter. Je souhaite contester et approuver en partie ce que tu dis. D'abord, contestons pour te laisser le temps de répondre. Je n'aime pas quand tu dis qu'il y a la gauche et les patriotes israéliens. Je crois qu'il est possible d'être un patriote israélien et simplement penser que le gouvernement a tort et d'avoir une opinion différente et de critiquer le gouvernement, c'est aussi le rôle de l'opposition de critiquer le gouvernement. Israël est une démocratie parlementaire. Nous allons devoir organiser des élections dans un an, n'est-ce pas? Certaines personnes disent, de nombreux chroniqueurs, et des gens disent qu'elles auront probablement lieu plus tôt que prévu. Mais nous devons organiser des élections l'année prochaine. Les élections doivent être organisées d'ici fin octobre 2026. À l'approche de l'élection, tout devient plus partisan et politique, ce qui est naturel. Je fais très attention à l'utilisation de certains mots. Vous savez, disons que Rabin a conclu les accords d'Oslo et que la droite en Israël n'aimait pas ces accords d'Oslo, n'est-ce pas? Sharon s'est retiré de Gaza et beaucoup à droite pensaient qu'il avait tort. Peut-être à raison. Mais dire que ces gens ne sont pas des Israéliens patriotes, ça, je ne l'accepte pas. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux, si tu veux. Tu as dit quelque chose avec lequel j'étais d'accord. Tu as dit, c'est plus difficile pour un gouvernement israélien de dire non à un président américain qui a été aussi amical. Et quand ce président te demande de faire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile.
beaucoup plus difficile de, rester là et dire non, on ne peut pas faire ça. Et je pense qu'il y a là une vérité diplomatique. On entend souvent dire, comme le groupe anti-Israël aux États-Unis, qu'ils disent « Oh, l'Amérique devrait menacer de couper l'aide, l'Amérique devrait menacer de retirer son soutien diplomatique à l'Organisation des Nations Unies, l'Amérique devrait… » S'ils ne cessent tous pas ces actions, nous ne leur enverrons plus d'armes. C'est ce qu'on appelle être direct. Et en fait, quand ce genre de choses est évoqué, ou que c'est l'ambiance, il est donc facile pour le Premier ministre israélien de refuser, car le public israélien le soutiendra, parce que Washington est perçu comme étant anti-Israël. Il est beaucoup plus difficile pour un Premier ministre israélien de dire non à Washington. Quand Washington serre Israël dans ses bras, quand Washington dit « nous sommes là pour vous », quand Washington vous donne ce dont vous avez besoin à l'Organisation des Nations Unies, ce dont vous avez besoin, des armes, ce que vous savez, le soutien. Quand il dit « j'ai fait tout ça pour vous, faites A, B et C pour moi », il devient plus difficile de refuser. C'est contre-intuitif. Mais une administration pro-Israël et tout le monde en Israël est convaincu qu'ils sont de leur côté. Quand il dit quand Trump était à la Knesset, vous savez, nous n'avons jamais eu un président aussi pro-Israël à la Maison-Blanche. C'est très difficile de dire non à un homme comme ça. Peut-être que tu peux le convaincre quand on a raison, oui. Mais s'il est déterminé, il est très difficile, mais pas impossible, de lui dire non. Absolument. D'accord. Je vais corriger alors que nous finissons notre discussion aujourd'hui. Tu sais quoi? Je comprends ton point de vue. Que ce n'est pas impossible d'être de la gauche israélienne et d'être quand même considéré comme une patriote. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que je définis simplement une patriote comme quelqu'un qui est vraiment du côté de son pays, qui veut que son pays gagne, qui veut le meilleur pour son pays. Tu en parlais comme si je discutais de différences politiques et c'est l'opposition israélienne qui critique le gouvernement et ça a toujours été le cas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand, par le passé, lorsqu'il y avait des gouvernements de gauche, la droite n'a jamais adopté une position qui, dans le monde, soit contre son propre pays. Donc, tu sais, c'est vrai. Et quand tu as dit, eh bien oui, Robin, avec les accords d'Oslo et le désengagement, bien sûr, je m'oppose farouchement à ces choses, farouchement. Mais l'opposition, la critique à ce sujet, ce n'était pas « Oh, Israël est le méchant ». La critique disait non, 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 une paix factice que nous refusons. Voilà l'argument. Aujourd'hui, alors que nous sommes en guerre, il y a des journalistes de gauche qui préféreraient voir leur propre gouvernement échouer plutôt que de le soutenir. Je ne parlais pas de politique, d'accord, mais c'est presque avec joie qu'ils montrent nos échecs. C'est presque comme s'ils étaient contents que ça se soit mal passé. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot. Alors, tu sais quoi? Mais je comprends ton point de vue. Ce n'est pas juste de mettre tous les gauchistes dans le même sac et de les traiter de non-patriotes. Mais je dirais que leur comportement a été très mauvais, selon moi. Très mauvais. Donc, je vais répondre et je vais dire ceci. Je pense qu'il y a un problème avec l'opposition, que rien de ce que Netanyahou peut faire n'est bien. Il critique systématiquement ses actions, rien n'est bon. S'il agit bien, c'est selon eux, sous la pression des États-Unis. Il n'aura jamais de reconnaissance. Donc, on peut dire que cela fait partie de l'opposition et que c'est leur rôle. Je pense que c'est plus que ça. Comme pour le syndrome de dérangement de Netanyahou, il existe un phénomène similaire avec Trump en Amérique. Il est une figure très polarisante et il rend certaines personnes folles, n'est-ce pas? Et ils le détestent vraiment. Ça vient de leur trip, pour ainsi dire. Je me souviens, nous en avons parlé il y a 3 semaines, quand j'ai entendu David Brooks sur Public Broadcasting Service. Vous savez, il n'a jamais eu un mot gentil pour Trump, n'est-ce pas? Je ne me souviens même plus quand il en a eu un. Et pourtant, il a félicité Trump pour avoir aidé à obtenir l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu à Gaza, n'est-ce pas? Et j'aimerais entendre plus d'Israéliens qui sont très critiques envers Netanyahou. Quand il mérite du crédit, il devrait pouvoir lui en donner, mais cela semble impossible et nous n'avons plus de temps. Ruti, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, un invité spécial secret est attendu, sauf imprévu. Et j'ai hâte, pour la première fois depuis que nous avons commencé ces podcasts il y a 2 ans, un peu moins d'1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Nous aurons un invité spécial dans notre émission et nous attendrons cela. J'ai hâte.